Comment la tomate, le poulet ou la crevette permettent de comprendre la mondialisation? Comment la destruction de l'environnement est souvent liée à l'esclavage moderne? Pourquoi le capitalisme, bien plus qu'un système économique, est devenu une philosophie globale, un modèle de relation entre les hommes, le capital et la nature? Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Habituellement, je vous parle plutôt de vulgarisation scientifique autour de la nutrition, mais il est aussi important de comprendre d'où viennent les aliments qui remplissent nos assiettes. L'envie de faire cette vidéo m'est venue de trois choses. Premièrement, la lecture de 3 livres, Comment le monde est devenu cheap de Raj Patel et Jason Moore, Blood on Earth de Kevin Bales, qui est une enquête de terrain dans le monde entier sur l'esclavage moderne, et enfin L'Empire de l'or rouge du journaliste Jean-Baptiste Mallet, 3 excellents livres que je vous conseille fortement et dont je vais reprendre ici les grandes lignes dans cette vidéo. La deuxième raison est que depuis 10 ans que j'observe les tendances de consommation et ce qui se raconte dans les médias et sur le web, j'ai vu l'industrie agroalimentaire récupérer progressivement toutes les nouvelles tendances, c'est-à-dire voir qu'il y a une demande qui monte pour une certaine catégorie de produits et récupérer le terme pour le coller ensuite sur des produits ultra transformés vendus 3 fois plus cher. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur le fondement de ces critères. Les cœliaques, par exemple, ont besoin de produits garantis sans gluten, mais les industriels ont fait cette récupération avec le bio, puis le sans gluten, puis le vegan. Ces derniers temps, ce sont les produits estampillés sans sucre. Et déjà, dans les années 1980, ils avaient fait le coup avec les produits sans gras. Et c'est une bonne illustration de ce qu'on va voir après, des produits qui assemblent tout un tas d'ingrédients qui non seulement ne sont pas forcément sains, mais en plus dont on n'a aucune idée ni de l'origine, ni des conditions de production. Et vous le savez certainement, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous vous intéressez à l'alimentation. Ces toutes dernières années, il y a une forte augmentation de ce qu'on peut appeler globalement la tendance healthy, l'alimentation santé. On peut penser que c'est une bonne chose, évidemment, mais tout dépend de ce qu'on met dedans. Ce que j'ai remarqué assez clairement, c'est que beaucoup de gens qui parlent de healthy food sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, pas tous, mais un certain nombre, ne parlaient presque jamais de l'origine des aliments et s'arrêtaient au logo sur les paquets ou sur le fait d'avoir pris le produit dans le rayon bio de leur supermarché et utilisaient beaucoup de produits transformés estampillés healthy, mis en avant par les industriels. Mais comme je le disais, d'une part, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas forcément des produits healthy, et d'autre part, ça rend très compliqué de savoir ce qui se cache réellement derrière chaque ingrédient. Mais cela ne concerne pas seulement les produits transformés. Prenons 2 exemples. Il y a 2 plats qui cartonnent sur Instagram ces dernières années, et dans les restaurants également. Ce sont les tartines d'avocat et les acai bowls. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais pour la santé, mais quand un aliment devient à la mode et que sa demande explose très rapidement, si en plus il est produit dans un pays aux lois pas trop contraignantes, c'est toujours la même chose. Beaucoup cherchent à se faire de l'argent rapidement. On a souvent de la mafia, des trafics dans l'eau, comme avec les avocats au Mexique. De la destruction de l'environnement comme de la déforestation, sans parler bien entendu du coût énergétique de consommer régulièrement des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Je sais qu'il y a plein de gens bien intentionnés mais qui ne se rendent juste pas compte de la réalité qui se cache derrière certains aliments et du système dans lequel on vit. Et il y a aussi, il faut être honnête, des gens qui se moquent totalement des conditions de fabrication de ce qu'ils consomment. Mais on pourrait aussi dire que c'est un problème de riches, car beaucoup essayent juste de gagner assez pour manger à leur faim, ce à quoi je répondrais que c'est vrai, mais dans les pays riches, ce sont les plus pauvres justement qui sont les plus touchés par l'obésité et la malbouffe. C'est donc un sujet qui nous concerne tous, mais d'où la nécessité d'y répondre aussi par le haut et pas seulement par la responsabilité individuelle. Pour vous donner une autre illustration de cette capacité du système à récupérer absolument tout, quitte à se foutre totalement de la gueule des gens, prenons juste un exemple dans le textile, qui, avec l'alimentation, est certainement le meilleur exemple à prendre pour parler de mondialisation. En 2014, la version anglaise du magazine Elle avait lancé un t-shirt vendu 55 € avec le slogan « This is what feminists looks like », voici à quoi ressemble un ou une féministe, vente dont les bénéfices devaient aller à une organisation de lutte pour le droit des femmes. Sauf que, après enquête de certains journalistes, il s'est avéré que ces t-shirts étaient fabriqués dans un atelier sur l'île Maurice aux conditions sociales très discutables, où travaillent majoritairement des femmes justement, des migrantes venues surtout du Bangladesh ou du Sri Lanka, payées 1/4 du salaire moyen du pays et qui dorment à 16 par chambre. Je peux vous dire que ces travailleuses ont bien halluciné quand elles ont vu le slogan imprimé sur ce t-shirt
T-shirt qui avait été porté par plein de stars et de politiques en Angleterre au moment de sa sortie, qui ne se posait même pas la question de sa provenance. C'est une parfaite illustration de ce système. Récupérer une cause juste à la base, mais pour la transformer en produit marchand, en exploitant des travailleurs à l'autre bout de la planète et en le vendant à des gens qui veulent juste se donner bonne conscience et n'ont rien à faire de la réalité qui se cache derrière. Mais il n'y avait rien à attendre de toute façon d'autre de la part d'un magazine de ce type, car les magazines féminins, comme d'autres catégories d'ailleurs, sont des promoteurs absolus de la société de consommation et dont la moitié des pages ne sont que des pubs, le reste étant de la pub déguisée en article. Ce qui me permet d'enchaîner avec mon dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le débat entre responsabilité individuelle et collective, changement par le bas ou par le haut. Vous avez certainement déjà entendu parler de la fable du colibri, tirée d'une légende amérindienne qui raconte comment, face à un incendie dans la forêt, tous les animaux étaient paralysés, sauf le colibri qui allait chercher de l'eau goutte par goutte dans son bec. Et quand on lui dit que cela ne servait à rien, il répondit « Je sais, mais je fais ma part ». Sauf que ceux qui ont popularisé cette fable oublient toujours de raconter la fin, où, selon les versions, le colibri meurt d'épuisement. Je ne vais pas faire ce débat ici. Disons juste que je suis partisan des deux, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire de son mieux à son échelle, consommer responsable, local, zéro déchet, etc. Tout ça, c'est très bien, je le fais aussi. Mais malheureusement, il ne faut pas en attendre des miracles pour changer le système, qui lui saura toujours s'adapter aux individus. Surtout que faire peser entièrement la responsabilité sur les individus, c'est d'une part une stratégie des entreprises pour empêcher tout changement de fond par le haut, et d'autre part, c'est forcément poussé à la frustration car personne ne peut être parfait. Moi le premier, par exemple, tout le matériel que j'utilise pour filmer cette vidéo a certainement été en grande partie fabriqué en Chine et je n'en suis pas spécialement fier. Le problème étant d'avoir accès à des alternatives à chaque fois. D'où la nécessité de changements globaux, plus profonds. Prenons un exemple tout bête. Quel est le plus efficace? Demander à chacun de ne pas utiliser de gobelets en plastique jetables ou bien les interdire tout court par la loi dans un pays entier? Mais pour faire ces changements, il faut d'abord, selon moi, bien comprendre comment fonctionne le système aujourd'hui. Mon but avec cette vidéo n'est absolument pas de faire la morale ni même de la politique, mais simplement de vous décrire une certaine réalité qu'on ne connaît pas forcément. Dans Comment le monde est devenu cheap, les auteurs prennent l'exemple de l'île de Madère comme laboratoire de ce système, une île où l'on va retrouver tous ces grands principes qui vont ensuite pouvoir être utilisés à grande échelle grâce à la découverte du Nouveau Monde. Quand on pense au capitalisme, on a tout de suite en tête la première révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, avec les grands penseurs libéraux comme Adam Smith ou John Locke, mais c'est vraiment à la fin du XVe et au début du XVIe siècle que tous les fondamentaux sont installés, et Madère en est une parfaite illustration. L'archipel de Madère, situé au large du Maroc, dans l'océan Atlantique, était inhabité jusqu'à sa revendication par les Portugais en 1419. Le nom Ilha de Madeira signifie littéralement « île du bois » car elle était recouverte d'une forêt luxuriante. Des colons vont venir rapidement s'y installer et commencer à déboiser pour mettre des champs de blé à la place pour se nourrir, le bois servant aussi à construire des bateaux. Des incendies très importants, certainement d'origine volontaire, vont avoir lieu pendant plusieurs années, entre 1420 et 1427, et décimer une bonne partie de la forêt. Mais les habitants vont se rendre compte que les cendres rendent encore plus fertile cette terre volcanique et vont donc décider de se lancer dans la culture de la canne à sucre dans les années 1450. Il y avait une vraie demande pour le sucre en Europe, c'était donc un très bon investissement. Comment cela s'est passé? Le bois de l'île, qu'on considère finalement comme un cadeau gratuit, va être rasé pour laisser place aux plantations de canne à sucre et servir aussi de combustible pour faire bouillir et transformer les cannes en sucre, car il faut plus de 20 kg de bois pour faire 500 g de sucre en moyenne. Dès les années 1530, en moins d'un siècle, l'île aura été complètement déforestée. Il faut aussi du travail cheap. Au début, ils feront venir quelques prisonniers du Portugal, puis des Guanches, les indigènes des îles Canaries situées à 500 km au sud de Madère, qui vont être rapidement décimés par les conditions de travail et les maladies européennes. Et on va donc amener rapidement des esclaves d'Afrique. C'est à Madère qu'on va développer une première forme de division du travail, du taylorisme avant l'heure, avec d'un côté les travailleurs des champs et de l'autre ceux dans les moulins, et également toutes les techniques d'esclavage moderne. L'exploitation des ressources et l'épuisement des sols vont être tellement intenses que la production de sucre va chuter quand les réserves de bois auront disparu,
Et les investisseurs vont tout de suite se tourner vers d'autres régions et exporter le modèle sur l'île notamment de Sao Tomé, puis au Brésil. Un autre fait intéressant est que dans les années 1470, un jeune marin du nom de Christophe Colomb va passer à Madère et va même épouser la fille d'un gouverneur local. Il est donc certain que le modèle de développement de l'île lui servira d'inspiration. Il va d'ailleurs emporter avec lui des plants de canne à sucre lors de son expédition en Amérique. Comme illustré ici, la chipisation, c'est donc une stratégie du capitalisme pour exploiter toutes les formes de travail, humain, animal, végétal, géologique, pour les transformer en circuits de production et de consommation. Et pour revenir à notre époque, un des meilleurs exemples qui soit de cette chipisation, c'est le poulet. Si des archéologues du futur réalisent des fouilles dans plusieurs milliers d'années, ils trouveront comme trace de notre civilisation notamment, certainement du plastique, mais aussi des milliards d'os de poulet. En effet, la volaille en général et le poulet en particulier est de loin l'élevage qui a le plus explosé dans le monde depuis 50 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en nombre d'animaux abattus par an, les autres espèces ont connu une croissance continue mais plus lente, quand le nombre de poulets abattus a lui été multiplié par 10 pour atteindre plus de 66 milliards par an aujourd'hui, ce qui s'explique aussi en partie par leur petite taille. Mais de toutes les viandes, le poulet a aussi la particularité de ne pas avoir d'interdit culturel et d'être adaptable partout et de se fondre parfaitement dans l'industrialisation. Aux États-Unis par exemple, rien que pour le Super Bowl, qui est l'événement le plus regardé à la télé dans le pays, et où tout le monde se retrouve à commander de la junk food à partager, on estime à environ 1,4 milliard le nombre de nuggets de poulet consommés pendant cette seule soirée dans le pays. Le poulet, et encore plus le nuggets de poulet, est vraiment un parfait symbole de ce système qui repose sur plusieurs piliers. Premièrement, la nature cheap, c'est-à-dire le fait de considérer que tout ce qui est dans l'environnement est gratuit, sans contrepartie à donner, et que l'on peut en faire ce que l'on veut. Dans ce cas-là, on a une espèce Gallus domesticus, originaire d'Asie du Sud, que l'on a introduite dans le monde entier pour ensuite en faire ce que l'on veut, jusqu'à sélectionner des variétés à croissance beaucoup plus rapide, voire trop rapide, et pour donner plus de viande plus vite, qui s'entassent souvent à plusieurs dizaines de milliers dans des hangars. Même si en France, par exemple, l'élevage est aussi majoritairement industriel, il faut savoir qu'un poulet chez nous pèse en moyenne 1,9 kg, quand chez nos voisins européens, surtout aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Pologne, c'est plutôt 2,5 kg, donc 30% de plus, parce que eux ont choisi de faire une sélection génétique encore plus poussée que nous dans ce sens. Deuxièmement, le travail cheap. C'est un élément indispensable pour faire tourner ce système, avoir du travail le moins cher possible. Ici, dans les usines de transformation de poulet, on a évidemment des travailleurs mal payés, voire gratuits quand c'est possible, avec beaucoup de problèmes de santé et d'accidents du travail. Une histoire édifiante est celle de personnes condamnées pour des faits mineurs par la justice aux États-Unis, dans les États du Sud, Oklahoma, Arkansas, Texas et Missouri, où les juges leur donnent le choix entre la prison ou aller travailler gratuitement pendant 1 an pour une association, la Christian Alcoholics and Addicts in Recovery. Derrière ce joli nom et la promesse d'aider les gens à surmonter leurs problèmes d'addiction et les remettre sur le droit chemin, se cache en fait une usine d'abattage et de transformation de poulet fournissant la grande distribution et les chaînes de restaurants comme KFC. Les hommes condamnés y travaillent gratuitement et sont menacés de retourner en prison s'ils n'obéissent pas. C'est clairement de l'esclavage moderne. Et il y a d'autres exemples malheureusement de ce type dans le pays. Ensuite, la nourriture cheap. Pour faire tourner tout ça, il faut bien entendu un environnement global à côté qui permette de nourrir à la fois les hommes et les animaux le moins cher possible. L'énergie cheap pour le transport, la transformation, le chauffage, il faut une énergie peu chère, principalement les énergies fossiles aujourd'hui, pétrole, charbon, qu'on considère en plus comme données gratuitement par la nature toujours. L'argent cheap. Pour que le système tourne, il faut aussi du capital qui investisse dedans, avec notamment toutes les subventions agricoles et les prêts à taux d'intérêt très faibles. Et donc au final, on se retrouve avec un système qui produit massivement du poulet, destiné en grande partie à l'alimentation low cost et à la junk food, afin de nourrir notamment les travailleurs les plus pauvres, qui sont ceux qui vont aussi travailler dans les usines de transformation des poulets. Et pour moi, rien ne symbolise plus cela que le fait même que dans les restaurants KFC et assimilés, ils servent ça dans des buckets, des seaux, pour nous nourrir vraiment comme du bétail. La prochaine étape, c'est quoi? Nous les attacher directement autour de la tête comme les chevaux. Comme ça, on pourra travailler en même temps pour optimiser notre efficacité, parce que c'est ça, être une startup nation. Même si, bien sûr, toutes les catégories sociales consomment du fast-food et que dans les pays en développement, cela peut même être un signe extérieur de richesse. Pour cela, laissez-moi vous emmener au Ghana,
dont on va parler à nouveau pour la tomate juste après. Situé entre la Côte d'Ivoire et le Togo, le Ghana, bien qu'ayant toujours une partie de sa population dans une grande pauvreté, a connu un énorme boom économique depuis 15 ans, renforcé depuis quelques années par la découverte de réserves importantes de pétrole au large de ses côtes. Comme souvent, cela entraîne un afflux très important de personnes venant dans les villes à la recherche de travail, et donc indirectement à la construction de centres commerciaux et de restaurants type fast-food pour nourrir ces nouveaux arrivants. Comme je vous l'expliquais, il faut de la nourriture cheap pour nourrir les nouveaux travailleurs cheap venus des campagnes. Parmi les différentes chaînes, l'américain KFC est devenu un acteur majeur du continent, en partant d'Afrique du Sud où l'enseigne est de loin numéro 1 avec près de 900 restaurants, et en remontant progressivement vers le nord, Angola, Tanzanie, Kenya, Nigeria, jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Mais l'explosion de KFC au Ghana coïncide aussi avec la montée de l'obésité qui a explosé en 30 ans, passant de moins de 2% à près de 14% et qui pourrait encore doubler d'ici 15 ans. Le nombre de restaurants KFC est encore relativement modeste, mais c'est le symbole des changements alimentaires et du mode de consommation qui contribue à faire grossir les Ghanéens, comme déjà vu dans tant d'autres pays. Avec le développement économique, nombreux sont ceux qui veulent manger à l'occidental, qu'ils considèrent comme un signe extérieur de richesse, délaissant la nourriture locale et traditionnelle. De plus, KFC joue à fond sur la carte de l'hygiène et de la sécurité alimentaire afin de convaincre les habitants qu'il est beaucoup plus sûr de manger dans ces restaurants que n'importe où ailleurs. Même les plats proposés par les vendeurs de rue ont évolué sous cette influence, passant des traditionnels plats mijotés et porridge à base de riz à du riz et du poulet frit. Historiquement, les premiers fast-food locaux ont justement été basés sur ce type de plat, et KFC avait donc de bonnes chances de succès dans le pays. À l'international, les ventes de fast-food, il faut savoir, ont connu une croissance entre 2011 et 2016 de plus de 20% aux États-Unis, plus 254% en Argentine ou plus 64% en Égypte. La capacité de cette industrie à trouver de nouvelles bouches à nourrir est impressionnante et ne risque pas de s'arrêter quand on sait notamment que la population sur le continent africain va doubler d'ici 2050. Dans l'imaginaire collectif, McDonald's reste le symbole du fast-food, mais la compagnie Yum, propriétaire de KFC, Pizza Hut, Taco Bell, est un solide numéro 2 mondial avec ses 44 000 restaurants, dont 21 000 KFC. La force de cette enseigne est de trouver des entrepreneurs locaux qui ouvrent des restaurants en franchise et qui ont donc un intérêt financier à faire grossir les ventes. L'autre stratégie consiste, comme je le disais, à adapter ses menus au goût local, en proposant par exemple une version du riz jollof, un plat populaire dans toute la région d'Afrique de l'Ouest. Enfin, côté prix, ils cherchent bien sûr à être le moins cher possible pour attirer le plus de consommateurs. Pour cela, ils font venir leur poulet essentiellement du Brésil, car les fermes locales ne répondent pas à leurs critères d'hygiène et de volume de production, même si on peut se poser la question de la qualité réelle quand on sait que l'industrie agroalimentaire a tendance tout de même à exporter en Afrique ses produits de moins bonne qualité, pour être gentil, comme on va le voir juste après avec la tomate. La stratégie marketing est aussi bien rodée, avec actuellement une campagne dans les rues d'Accra, la capitale, pour leur menu Streetwise, qu'on peut traduire par sage de rue, des brouillards, destiné à la nouvelle classe moyenne qui a émergé justement des classes plus populaires. Et bien sûr, les jeunes sont aussi une cible de choix avec un gros marketing sur les réseaux sociaux. Côté santé, les changements deviennent clairement visibles avec une explosion de la mortalité liée au surpoids et à l'obésité. Et le système de santé du pays n'est pas en mesure de suivre tous ces nouveaux cas de diabète, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires. Et la catégorie de la population la plus touchée est de très loin les femmes urbaines, avec un taux d'obésité de 34% comparé aux 8% des femmes dans les zones rurales du Ghana et aux 7% des hommes urbains. Du côté du gouvernement, le président déclare bien sûr être conscient du problème de l'obésité, mais aucune mesure concrète pour inverser la tendance n'est sur la table et son seul objectif pour le moment est d'étendre l'assurance maladie et donc de traiter les conséquences et pas les causes de la situation. Du Ghana à la Chine, du Brésil à l'Égypte, on retrouve toujours le même schéma. Le développement économique permet aux gens de sortir dans un premier temps de la malnutrition et de manger à leur faim, ce qui est bien entendu formidable, mais dans un deuxième temps, ils ont aussi le pouvoir d'achat suffisant pour attirer l'industrie agroalimentaire et les chaînes de fast-food. Et plus les gens consomment ces produits, plus ils y deviennent habitués et forcent les autres types de restauration à s'adapter aussi. C'est un cercle vicieux sans fin. Changeons de sujet avec la tomate, pour laquelle je vais vous emmener en Chine, en Italie, en Californie et à nouveau en Afrique.
et vous allez à nouveau découvrir un système mondialisé assez hallucinant. Comme je vous le disais en introduction, je me base ici sur l'excellente enquête L'Empire de l'or rouge. La tomate est un aliment assez unique car elle est à la fois le symbole du régime méditerranéen, symbole de santé avec l'huile d'olive par exemple, les beaux légumes d'été, et c'est en même temps un ingrédient typique de la junk food industrielle au travers du ketchup ou de la sauce sur les pizzas. Et comme elle n'est soumise à aucun interdit culturel, elle a pu se répandre partout. Aucun autre aliment à ma connaissance n'a connu un succès aussi rapide et mondial. Originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud, dans ce qui est aujourd'hui la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Pérou, elle s'est ensuite répandue au Mexique chez les Aztèques, où la trouveront les Espagnols au début du XVIe siècle, qui l'importeront ensuite en Europe, et notamment à Naples, qui était sous la couronne espagnole à l'époque, et le sud de l'Italie est encore aujourd'hui un pilier central du commerce mondial de la tomate, comme on va le voir. Il faut tout d'abord comprendre qu'il existe deux filières, deux marchés complètement distincts. D'un côté, les tomates de bouche destinées à la consommation directe, celles que vous trouvez brutes aussi bien en supermarché que sur les étals des marchés, et de l'autre, la tomate d'industrie destinée directement à la transformation, essentiellement en concentré de tomate, qui lui peut être soit vendu directement, soit ensuite être utilisé comme matière première par les industriels pour leurs produits transformés. Les deux n'ont rien à voir, ce n'est quasiment pas le même fruit, car pour la tomate d'industrie, on a sélectionné des variétés à la peau beaucoup plus épaisse et moins riches en eau pour résister aux récoltes mécaniques et au transport. On parle d'un marché mondial gigantesque, 40 millions de tonnes par an, en croissance continue, et pourtant le grand public n'a presque aucune idée des producteurs et des industriels qui sont derrière. Un peu comme une voiture ou un téléphone, vous connaissez la marque finale, Renault ou Apple par exemple, mais vous ne connaissez pas le nom des fournisseurs de chaque composant. Idem quand vous prenez du ketchup au restaurant ou que vous mangez une pizza, vous n'avez absolument aucune idée de l'origine réelle du concentré de tomate qui a été utilisé. Commençons notre voyage par la Californie, qui est de loin aujourd'hui le premier producteur mondial de tomates d'industrie, et donc de concentré de tomates, mais dont l'essentiel de la production va au marché intérieur américain. L'histoire agricole de la Californie est particulière et intéressante. Après la ruée vers l'or de 1848 et la prise de possession de la région par les États-Unis en 1850, il y a un énorme afflux de migrants venus de l'est du pays. En parallèle, il y avait tous les travailleurs chinois venus construire le chemin de fer qui sera achevé en 1869 et qui se retrouvent donc sans emploi, parfait pour faire de la main-d'œuvre bon marché pour les fermes de la région. De plus, l'installation des colons est aussi passée par l'expropriation des Amérindiens locaux, qui avaient déjà été bien décimés par les épidémies, et dont une partie se retrouve aussi à faire du travail forcé. Dans les champs californiens, après les Chinois, il y aura les Japonais au début du XXe siècle, puis des Philippins, des Mexicains, et même une immigration interne aux États-Unis après la crise de 1929, les propriétaires terriens cherchant toujours à trouver le coût le plus bas pour les travailleurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une grande partie des hommes étaient partis au combat, et il y a donc un énorme manque de main-d'œuvre. Et le gouvernement américain a l'idée de signer un traité avec le gouvernement mexicain, le programme Bracero, qui signifie travailleurs manuels, pour faire venir en moyenne 200 000 travailleurs mexicains par an pour aider aux récoltes agricoles. Et les producteurs de tomates de Californie vont particulièrement bénéficier de ce programme. L'avantage pour eux était double: des travailleurs moins chers que leurs compatriotes et qui ne se syndicalisaient pas, donc pas de risque de grève. Du dumping social de base en somme. Le programme va durer plus de 20 ans jusqu'à ce que la pression des syndicats de travailleurs américains qui critiquaient cette concurrence déloyale sur leur sol, finissent par pousser à son abrogation sous Kennedy. Mais les producteurs et les industriels de la tomate n'étaient absolument pas d'accord pour embaucher des Américains plus chers à la place, certainement pas. La logique du système est de toujours réduire les coûts, et pour cela, les Californiens vont faire un choix radical. Éliminer carrément le plus possible la main-d'œuvre humaine en mécanisant le plus possible la récolte et la production. En à peine 7 ans après la fin du programme Bracero, la quasi-intégralité de la récolte de tomates d'industrie était mécanisée en Californie. Le capital n'avait ainsi rien cédé aux travailleurs. Il ne s'agit même pas ici de dire si c'est mieux ou pas d'avoir ce modèle mécanisé, c'est normal aussi de vouloir se faciliter le travail, mais de comprendre d'où il vient à l'origine. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images, on a des grandes moissonneuses qui coupent tout, trient les tomates et les envoient dans un camion juste à côté. Et ensuite, on a des usines de transformation
en concentré, ultra moderne, où tout est optimisé à la seconde près. Et cela a donc accéléré aussi la recherche et la sélection génétique pour avoir des variétés de tomates à la peau épaisse qui résistent à ces traitements, ce qui a été permis notamment grâce à l'Université de Californie de Los Angeles voisine qui fait de la recherche sur le sujet, mais aussi grâce à un autre acteur, l'américain Heinz. Vous connaissez tous cette marque grâce à son célèbre ketchup, mais ce que vous ne savez pas, c'est à quel point elle a façonné l'histoire mondiale de la tomate d'industrie depuis un siècle. Heinz, qui a fusionné en 2015 avec Kraft Foods, est désormais le 5e groupe agroalimentaire mondial, mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il vend plus de 650 millions de bouteilles de ketchup par an dans le monde, ce qui en fait de loin le plus gros acheteur mondial de concentré de tomates. Parce que l'ingrédient clé du ketchup, comme de beaucoup de produits transformés à base de tomates, ce n'est pas de la simple sauce tomate, c'est du concentré de tomate, en général du double concentré. Et pour s'assurer que les tomates répondaient bien à ses besoins, Heinz a créé sa propre compagnie de développement et de vente de semences de tomates d'industrie, la Heinz Seed Company, qui est désormais numéro 1 mondial du secteur, et on trouve donc des tomates Heinz non seulement dans les produits de la marque, mais c'est toute la filière mondiale de la tomate qui utilise ces graines. Mais Heinz, comme d'autres industriels, a aussi rapidement compris que la culture et la transformation de tomates en concentré était une activité peu rentable à faible marge et qu'il valait mieux se focaliser sur la production des produits finis, comme le ketchup, d'où l'émergence de ces géants du concentré de tomates dont personne n'entend jamais parler et qui ont pourtant un rôle central en fournissant la matière première aux industriels. On a donc d'un côté la Californie dont je viens de parler, avec la société Morningstar qui est le leader mondial du concentré, mais on a aussi deux autres régions clés, le sud de l'Italie et la Chine, qui sont intimement liées. Le sud de l'Italie et la Sicile sont historiquement le berceau du concentré de tomates, et l'Italie reste aujourd'hui le 2e plus gros exportateur mondial et le siège des plus gros négociants du marché. Mais depuis 25 ans, un autre acteur sorti de nulle part, où la tomate n'était absolument pas cultivée, est arrivé sur le marché, c'est la Chine, et particulièrement à l'ouest du pays, dans la région du Xinjiang. Grand comme 3 fois la France, le Xinjiang fait partie de ce qu'on appelle les 5 régions autonomes en Chine, avec notamment le Tibet et la Mongolie intérieure. Ces régions périphériques, peuplées historiquement par d'autres ethnies que les Han, l'ethnie chinoise historique, et qui bénéficient théoriquement de plus d'autonomie. Au Xinjiang, l'ethnie historique et majoritaire sont les Ouïghours, turcophones et musulmans, dont vous avez certainement entendu parler à cause des fortes tensions, car les Han sont désormais aussi nombreux dans la région grâce à une politique de migration depuis 60 ans, et que ces dernières années, des centaines de milliers de Ouïghours ont été envoyés dans des camps de rééducation. Bref, on n'est pas là pour parler de géopolitique, mais il fallait planter un peu le décor pour comprendre deux choses. Pour développer et contrôler ces régions frontalières, la Chine a toujours procédé d'une manière assez particulière, en y installant des unités militaires qui devaient subvenir elles-mêmes à leurs besoins, notamment en développant l'agriculture locale. En 1954, le gouvernement central a créé le Corps de production et de construction du Xinjiang, plus connu sous le nom de Bingtuan, une organisation gouvernementale semi-militaire, un véritable État dans l'État, qui contrôle directement toute une partie de la région et de son économie. Et comme le Xinjiang a une énorme surface de terre cultivable, un de ses dirigeants a l'idée dans les années 90 d'y développer la culture de la tomate, bien adaptée au climat. Il n'y a presque pas de demande intérieure, les Chinois n'en consomment toujours pas beaucoup, mais toute la production va être dirigée vers l'export, ce qui fait qu'en 20 ans, en partant presque de zéro, la Chine est devenue le plus gros exportateur mondial de tomates d'industrie, les 3/4 venant du Xinjiang et le reste de Mongolie intérieure. Pour cela, le Bingtuan crée une société, Chalkis, qui est désormais le numéro 3 mondial et le numéro 2 à l'export de la tomate d'industrie. En parallèle, l'État central va lui aussi investir dans le secteur avec sa société COFCO, qui est le premier groupe agroalimentaire chinois et qui était également devenu le numéro 1 chinois et le numéro 2 mondial de la tomate d'industrie, derrière le californien Morningstar. Et ces deux compagnies fournissent tous les géants mondiaux, Heinz bien sûr, mais aussi Nestlé, Unilever, Campbell Soup, etc. Et on a donc des containers entiers remplis de ces bidons bleus qui contiennent le concentré de tomates, qui sont transportés en train jusqu'au port de Tianjin à côté de Pékin, où ils partent en flux continu dans le monde entier sur des porte-conteneurs, ce symbole absolu du commerce mondial. Alors, comment ils en sont arrivés là en si peu de temps ? Premièrement, il faut du travail cheap. Plutôt que de passer aux récoltes high-tech comme en Californie, les Chinois vont utiliser leur main-d'œuvre bon marché
pour récolter en partie à la main, avec notamment les Ouïghours mal payés, du travail d'enfants et d'adolescents, et même des prisonniers des camps de rééducation. Les usines faisant travailler des prisonniers en Chine sont d'ailleurs un gros marché dans plusieurs industries dont on ne parle pas trop en Occident. Ensuite, l'Italie, qui a senti le bon filon, a beaucoup aidé les Chinois à développer cette industrie dans les années 90 et 2000, en les aidant à construire leurs usines de transformation en échange ensuite de leur production. C'est ce qu'on appelle un accord de compensation. Et l'Italie est désormais le plus gros importateur mondial de concentré de tomates chinois et également le plus gros exportateur de conserves de tomates. Car voici l'une des plus belles illustrations des arnaques permises par ce système. Pour les droits de douane de l'Union européenne, vous avez un cas de figure particulier. En temps normal, pour de la marchandise importée qui va ensuite être vendue dans l'UE, les droits de douane s'appliquent normalement. Mais si la marchandise importée dans l'UE est dite en transit temporaire, c'est-à-dire destinée à être à nouveau exportée hors de l'UE, il y a à ce moment-là une exonération de ces droits. Ce régime, qui s'appelle le perfectionnement actif, a été créé à l'origine pour améliorer la compétitivité des entreprises spécialisées dans l'import-export, et l'Italie importe aujourd'hui plus de 200 000 tonnes par an de concentrés étrangers, dont la moitié en perfectionnement actif pour l'export vers l'Afrique et le Proche-Orient principalement. Cette pratique a deux conséquences. D'une part, c'est une concurrence déloyale pour les producteurs locaux. Imaginez une petite PME familiale qui produit du concentré de tomates à partir de tomates cultivées en Italie et qui est spécialisée dans l'export. Comment voulez-vous qu'elle puisse lutter à armes égales avec ceux qui fabriquent leurs conserves à partir de concentrés chinois bien moins chers ? On se rend compte que le concept de concurrence libre et non faussée, censé être un pilier de l'UE, est une vaste blague. L'autre effet pervers concerne l'étiquetage et le marketing. Le fait de prendre du concentré étranger, surtout chinois, de le transformer en rajoutant par exemple un peu d'eau et de sel, et de le repackager permet de mettre sur la boîte « fabriqué en Italie », sans aucune mention de l'origine chinoise du concentré. C'est parfaitement légal, mais ça n'en reste pas moins du véritable foutage de gueule, mais comme avec tous les produits transformés qui n'ont aucune obligation de préciser l'origine exacte de chacune des matières premières. Par contre, il y en a qui poussent jusqu'à la fraude en inscrivant une origine italienne pour tous les ingrédients, à cause notamment de la place importante de la mafia dans l'agro-business du sud de l'Italie. Et vers où exportent les Italiens et les Chinois de plus en plus ? Vers l'Afrique, où les Chinois ont déjà les 3/4 du marché du concentré. Entre l'explosion démographique, sa population va doubler d'ici 30 ans, et la croissance économique de nombreux pays, le continent africain est clairement le débouché d'avenir pour de nombreuses industries, et la Chine y investit massivement depuis quelques années. Il y a une autre particularité culturelle, c'est qu'autant le concentré sert surtout de matière première pour d'autres produits transformés en Occident, autant en Afrique, il se vend tel quel en conserve sur les marchés. La marque numéro 1 sur le continent, c'est Gino, qu'on trouve aussi en Europe de l'Est, en Russie et au Moyen-Orient. Comme vous le voyez, on a une étiquette aux couleurs de l'Italie, avec un petit personnage de tomate lui aussi aux couleurs italiennes. C'est que, forcément, ça doit être fabriqué avec de bonnes tomates italiennes. Évidemment pas du tout, c'est essentiellement du concentré chinois, et le propriétaire de la marque était jusqu'à récemment Wattenmal, une société indienne, qui l'a revendu ensuite à un groupe espagnol, GB Foods. Je précise qu'il est très compliqué d'avoir des informations précises sur ces marques et ces entreprises, car aucune n'est cotée en bourse et elles ne publient donc jamais rien. Je ne parle même pas des chinoises pour lesquelles tout est gardé secret. Historiquement, dans les années 90 et 2000, le marché africain était surtout alimenté par les Italiens qui importaient du concentré chinois pour le repackager, comme je le disais, à leur couleur avant de le réexpédier. Mais ces dernières années, les Chinois ont compris que cela faisait un intermédiaire inutile qui n'apportait pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, et ils ont décidé d'exporter eux-mêmes directement vers l'Afrique. Les Italiens vont sûrement finir par se mordre les doigts d'avoir aidé à créer la filière chinoise, qui va peut-être finir par les mettre sur la touche. Il y a une autre caractéristique du marché africain du concentré, c'est que le principal, presque unique critère est le prix. Le problème est que le concentré, comme toute matière première, a un cours qui évolue et qui dépend aussi de la qualité et de l'âge. Il y a des industriels qui ont souvent des stocks de barils bleus qui arrivent à expiration et dont ils n'ont que faire, et des traders qui, eux, se sont spécialisés dans l'achat-vente de vieux concentrés pour en proposer le moins cher possible. Et il y a bien sûr ceux qui ne se gênent pas pour dépasser la ligne rouge en revendant du concentré pourri ou périmé.
Il y a régulièrement des scandales là-dessus d'ailleurs, mais le trafic continue car les revendeurs trouveront toujours un pays avec des normes moins strictes où écouler leurs marchandises. Un autre problème du concentré chinois est sa traçabilité et sa composition réelle. Dans les usines de conserverie chinoises, ils ajoutent autre chose que de l'eau et du sel indiqués sur l'étiquette, en général des fibres de soja, de l'amidon, du dextrose. Le dextrose, notamment, est un liant, ce qui permet d'ajouter d'autres ingrédients, certainement des colorants, très utiles si on ajoute aussi du concentré noirci parce que trop cuit ou périmé. Mais, comme je vous l'ai dit, tout est gardé secret. Impossible de savoir le pourcentage réel de tomates et d'additifs, ce qui n'empêche pas ces entreprises d'avoir tous les certificats pour faire de l'export. Regardons plus en détail quelques pays africains, à commencer par le Ghana, dont on a déjà parlé juste avant pour le poulet. Dans ce pays, la culture de la tomate est assez importante, surtout dans le centre du pays, sauf que désormais, les producteurs locaux font face à la concurrence des importations chinoises et ne peuvent pas lutter en termes de prix. Avant, les petits producteurs locaux fournissaient les usines de transformation locale qui, elles, fournissaient les revendeurs de conserves. Ce secteur agricole était protégé par des barrières douanières, mais dans les années 80 et 90, le Ghana a des difficultés financières et fait appel aux bailleurs de fonds internationaux, à commencer par le FMI. Et ces derniers, suivant un modèle reproduit dans de nombreux pays, demandent en échange l'ouverture des frontières et le libre-échange, ce qui permettra par la suite l'arrivée massive du concentré chinois à des prix défiant toute concurrence, libéré des taxes douanières. La conséquence est un grand classique également. De nombreux paysans locaux font faillite et vont soit rejoindre les villes à la recherche d'un travail, pourquoi pas dans une usine de nuggets de poulet, soit vont tenter de venir en Europe où ils finissent parfois, comble de cette histoire, à accueillir des tomates dans le sud de l'Italie. En effet, il faut savoir que dans les Pouilles et en Calabre, il y a beaucoup de migrants qui servent de main-d'œuvre bon marché pour ramasser les tomates. Ils vivent souvent dans des camps de fortune, sous-payés, avec des réseaux mafieux qui leur prennent souvent toute une partie de leur paye. On est à la limite de l'esclavage moderne. Et il faut savoir qu'on retrouve un peu la même situation aussi dans l'extrême sud de l'Espagne, à Almeria, au milieu de milliers d'hectares de serres sous plastique et où l'on trouve aussi beaucoup de migrants, marocains en général, qui ramassent les tomates de consommation cette fois, celles que l'on va trouver sur les étals en plein hiver, ce qui est aussi une forme de concurrence déloyale pour les producteurs des autres pays de l'Union européenne qui payent leurs travailleurs officiellement. On trouve le même problème au Sénégal, où les importations de concentrés chinois sont en train de tuer la production locale. Et finalement, la tomate illustre parfaitement l'une des plus grandes supercheries de ce système soi-disant concurrentiel où les consommateurs auraient le choix, car quelle que soit la marque, on se retrouve presque toujours avec les mêmes fournisseurs de matières premières. Troisième et dernier exemple dont je voulais vous parler, la crevette, qui va me permettre de mettre en avant deux thèmes. Le véritable esclavage moderne et les destructions de l'environnement, deux fléaux qui vont souvent ensemble d'ailleurs dans de nombreuses régions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime à 45 millions le nombre de personnes victimes d'esclavage moderne dans le monde, dont une bonne partie en Asie. Pour vous donner un point de comparaison, on estime à environ 11 à 12 millions le nombre d'Africains envoyés aux Amériques pendant les 4 siècles du commerce triangulaire et la traite occidentale, et entre 15 et 17 millions pour la traite arabe exercée pendant 1000 ans par les populations musulmanes, également sur les peuples d'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, il y a plus d'esclaves que pour toutes ces traites réunies. Le travail forcé est présent dans de nombreux secteurs, mais très souvent tout de même dans l'agriculture et dans les mines, et donc notamment dans le secteur de la crevette d'élevage au Bangladesh. Il y a 50 ans, il n'y avait aucune ferme de crevettes dans la région, mais tout a changé quand la demande a explosé dans le monde, surtout en Amérique du Nord et en Europe, grâce à la surgélation et au transport à partir des années 80. Et le marché a connu une nouvelle explosion encore plus rapide dans les années 2000. Qui dit marché en très forte croissance dit appât du gain, et il y a eu une véritable ruée vers l'or dans toute l'Asie du Sud-Est, Inde, Indonésie, Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka et donc aussi Bangladesh. Les États-Unis sont de loin le plus gros importateur et 90% de leurs crevettes viennent d'Asie du Sud-Est. La région de Khulna, au sud-ouest du pays, s'est spécialisée dans l'élevage de crevettes tropicales. Le problème est que pour créer de nouvelles fermes, qui sont grosso modo des grandes piscines, les entrepreneurs du secteur, sans aucun scrupule et à l'aide d'une corruption endémique de l'administration locale, procèdent de deux façons. Premièrement,
ils inondent des champs et des terres cultivables avec de l'eau salée, de l'eau de mer, des terres appartenant à des paysans qui sont donc expropriés sans aucune compensation et perdent là leur seul moyen de subsistance, des paysans qui sont souvent harcelés et menacés s'ils refusent, une perte qui les rend encore plus pauvres et une pratique qui transforme la région en désert, l'eau salée stérilisant les sols. Pour la deuxième méthode, il faut comprendre le contexte écologique. Le delta du Gange et d'autres fleuves, en rencontrant l'océan, forment la mangrove de Sundarbans, la plus grande du monde à cheval sur l'Inde et le Bangladesh. Cet écosystème de forêts et de marais maritimes d'une biodiversité incroyable et très fragile, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme la forêt amazonienne, la mangrove est un puits de carbone majeur, indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sauf que pour faire des piscines d'aquaculture de crevettes, il y a de plus en plus de destruction de cette forêt. Ce que les gens font en général, c'est qu'ils assèchent le marécage en faisant des digues pour étouffer la végétation, pour tout raser et faire une clairière. Ensuite, pour remplir leur ferme, les propriétaires utilisent des larves de crevettes sauvages attrapées dans les bassins de cette mangrove à l'aide de filets ultra fins, un peu type moustiquaire. Et pour chaque crevette attrapée, 50 jeunes poissons en moyenne le sont aussi, qui sont simplement ensuite jetés sur la plage, décimant l'environnement marin. Ces fermes utilisent aussi des insecticides surpuissants et extrêmement toxiques, comme l'endosulfane, banni pourtant dans plus de 80 pays, qu'elles balancent littéralement dans l'eau et qui impactent bien sûr tout l'écosystème marin et qui remontent la chaîne alimentaire. Et certaines fermes injectent aussi dans les crevettes de l'eau insalubre pour augmenter leur poids avant de les vendre aux usines. Des locaux essaient bien sûr de s'organiser, de se battre pour leurs terres, mais sont confrontés à des intimidations, de la violence, de fausses accusations issues par un système judiciaire local corrompu par l'industrie de la crevette. Enfin, venons-en à l'esclavage et au travail forcé dont je parlais au début. Ce sont tout d'abord des milliers d'enfants et d'adolescents dont les parents n'ont plus aucun moyen de les nourrir, qui finissent comme travailleurs quasi-esclaves dans ces fermes ou dans les usines de traitement de crevettes et de poissons, ou pour détruire et brûler la forêt afin de laisser la place à l'industrie. Les rabatteurs utilisent souvent la même technique, ils promettent aux familles que leurs enfants seront bien nourris et logés et leur donnent une avance sur la paye qu'ils sont assurés de recevoir ensuite tous les mois. Sauf qu'ils ne verront jamais l'ombre de cette paye évidemment. Des enfants qui travailleront non-stop, qui seront souvent battus quand ils ne subissent pas des abus sexuels. Et je ne parle même pas de la suite de la chaîne dans les usines de conditionnement de crevettes pour l'export de la ville de Khulna, où des femmes travaillent 60 à 80 heures par semaine pour un salaire de misère, sans le droit de parler, de se plaindre sous la menace d'être battues ou non payées. Et comme je le disais, impossible de changer les choses car cette industrie est protégée par toute la bureaucratie locale corrompue. Regardons aussi du côté de la Thaïlande, où l'entreprise CP Foods est le plus gros industriel de l'agroalimentaire du pays et le leader mondial de la crevette d'élevage. La nourriture qu'il achète pour nourrir les crevettes dans ses fermes provient de bateaux de pêche sur lesquels travaillent de véritables esclaves battus et torturés, des personnes venant souvent de Birmanie ou du Cambodge et qui étaient venues chercher du travail en Thaïlande et qui sont victimes d'un véritable trafic d'êtres humains. CP Foods fournit malheureusement de nombreux distributeurs dans le monde entier, dont l'Europe et l'Amérique du Nord. J'aurais pu vous parler des heures encore d'autres histoires comme la culture du cacao en Côte d'Ivoire, premier fournisseur mondial, qui a perdu quasiment toute sa forêt tropicale en 30 ans au profit des cacaoyers et qui emploie notamment illégalement des enfants. Les champs d'avocats au Mexique, qui provoquent aussi de la déforestation et qui attirent les narcotrafiquants depuis l'explosion de la demande. Ou bien l'histoire de la société polonaise Fructofresh, leader des salades de fruits coupées à la main, qu'on trouve dans de nombreux restaurants et grandes surfaces, et qui employait notamment des travailleuses nord-coréennes dans un véritable camp de travail, et qui utilisait certainement un additif interdit pour avoir des durées de conservation allongées, supérieures à ses concurrents. Mais je pense que vous avez compris l'idée et que vous êtes certainement déjà assez déprimé comme ça. Comme je l'ai dit en introduction, cette vidéo n'est absolument pas destinée à vous faire la morale. Ce n'est absolument pas une vidéo politique au sens partisan du terme. Je n'ai pas de pétition à vous faire signer, rien à vous vendre. Mais si on peut être nombreux en plus à s'accorder sur le constat, il y a certainement beaucoup de visions différentes sur les solutions possibles. Je voulais
simplement ouvrir les yeux à certains sur la réalité et la complexité de ce système et vous montrer que quand on parle d'alimentation, on parle aussi d'économie, de libre-échange, de changement climatique, de travail forcé, de destruction de l'environnement. À chacun d'entre vous ensuite de s'emparer de ces informations et d'en faire quelque chose ou pas. De mon côté, c'est un sujet qui me passionne vraiment et j'aimerais vraiment, dans un avenir plus ou moins proche, faire des documentaires en remontant les filières sur le terrain de tous ces aliments. Hein. Si Netflix ou France Télévisions passe dans le coin et que vous voulez me financer, appelez-moi. Dites-moi aussi dans les commentaires si ce genre de sujet plus large autour de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, de l'alimentation vous intéresse. Ce ne sont pas les sujets qui me manquent. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.